Merci d'être venus nombreux à cette dernière séance du Collège de physique et de philosophie. Bruno Monsoulier, qui est donc physicien au CEA et au CERN, qui a participé à toutes les grandes expériences de ces dernières années sur les découvertes des particules, puisqu'il a participé à la découverte du W, du Z, de bosons intermédiaires. Il a participé à la découverte du quark top et à la découverte du boson de Higgs. Donc voilà. Il a coché toutes les cases des découvertes des particules récemment sur ces 30 dernières années, on va dire. Ouais, c'est ça. Et il va aujourd'hui nous parler de naturalité en physique, vraie ou fausse amie. Et il conclura, je ne sais pas encore si c'est une vraie ou une fausse amie, mais il va nous le dire. Voilà. À toi Bruno. Très bien. Ben, merci beaucoup, merci d'être venu si nombreux. Merci Hervé pour l'invitation, donc c'est quand même un lieu tout à fait amusant et intéressant à pratiquer. Donc effectivement, moi je suis physicien expérimentateur. Donc pourquoi je me suis intéressé directement, pas comme un hobby, mais vraiment dans le cadre de mon activité, à la naturalité en physique. C'est que c'est une question qui est devenue actuelle et pratique dans la physique des particules. Donc je ferai un bref état de la physique des particules, de la discipline, et ce qui m'amènera à montrer pourquoi le problème de hiérarchie du boson de Higgs, d'abord qu'est-ce que c'est que ce problème, et puis quel rôle il joue, et comment il a introduit, c'est ce problème théorique précis qui a introduit la question de la naturalité dans la discipline, autrement que dans une question purement philosophique, du rasoir d'Occam, etc. Donc ça, je vous détaillerai un petit peu qu'est-ce qu'on sait de ce problème de hiérarchie et quelles sont les solutions qui ont été envisagées et pourquoi la naturalité joue un grand rôle dans cette affaire. Après, bon, pour essayer d'élargir un peu le sujet, et d'ailleurs ça s'est fait naturellement dans la discipline, tout le monde s'est mis à voir tous les problèmes de la physique sous l'angle de la naturalité. Donc j'en dirai deux mots. Encore plus large, est-ce qu'on peut trouver que cette notion de théorie, est-ce qu'elle est naturelle ou pas? C'est une question évidente. Est-ce que ça a été historiquement? Est-ce que ça peut être un bon guide heuristique et un bon guide quantitatif? Alors un autre volet qui est complètement relié à celui de la naturalité, c'est la question du principe anthropique, et en particulier tout ce qui a été soulevé par les théories récentes dites des multivers. Ça, je ne peux pas échapper à vous donner un petit aperçu de ce qui se raconte dans le milieu sur les multivers. Et puis, j'ai fait donc ma propre analyse de quelle est ma position pour donner des directions dans la physique de l'élémentaire. Je préfère parler de physique de l'élémentaire que de physique des particules, parce que c'est vraiment la physique des éléments, de ce qui est élémentaire, c'est les briques, et puis leurs interactions qu'on connaît aujourd'hui. Donc comme vous le savez, les deux piliers théoriques actuels, c'est le modèle standard, qui est plutôt côté infiniment petit, physique des particules, et la relativité générale d'Einstein, qui décrit plutôt les grands objets de l'univers. Donc le modèle standard, il a lui-même deux piliers qui sont la théorie quantique et la relativité restreinte, toutes les deux découvertes au début du XXe siècle, et ça a été exploré pendant un siècle, et on connaît maintenant tous ces constituants. On en a un petit tableau ici, on a 12 constituants élémentaires qui sont rangés en 3 familles, on ne sait pas pourquoi 3 familles, on ne sait pas pourquoi 12, mais voilà le petit tableau des constituants du modèle standard, et des interactions, donc 2 grandes interactions, des électro faibles et fortes, peu importe. Le modèle est maintenant complet, c'est-à-dire tous les constituants ont été observés, toutes les interactions sont décrites par une théorie mathématique parfaitement précise qui permet de tout calculer. La clé de voûte du modèle, c'était il utilise et il prédit le boson de Higgs, c'est-à-dire un mécanisme théorique qui donne son sens à toutes les interactions et qui se matérialise sous la forme d'une particule, qui est le boson de Higgs, qui reste à découvrir, et ça a été fait au CERN en 2012. On l'a observé, on connaît sa masse, donc le modèle est complet. Donc l'ensemble, modèle standard, relativité générale, là je vais parler après que de crise, de questions, etc., mais il faut d'abord dire que c'est un succès incroyable sur un domaine gigantesque, puisque le modèle standard, donc plutôt côté infiniment petit, décrit toutes les mesures qu'on peut faire en laboratoire, depuis la physique atomique, c'est-à-dire des toutes petites énergies du nano-électronvolt, jusqu'aux énergies les plus élevées, à LHC, c'est-à-dire du téra-électronvolt. Toutes les mesures sont en accord avec le modèle standard. Côté grands objets, grandes structures, la théorie du Big Bang, qui est amenée directement par ce couplage modèle standard relativité générale,
les galaxies, les étoiles, la physique nucléaire dans les étoiles, pourquoi le Soleil brille, tout ça, c'est complètement cohérent. Ça s'appelle le modèle de concordance, au point où c'est vraiment complètement cohérent, à deux exceptions près, dont je reparlerai, qui sont l'observation dans l'univers de matière noire et d'énergie noire. Mais malgré ça, le modèle décrit un nombre de phénomènes absolument colossal. Alors il reste des grandes questions à cet ensemble, malgré le succès, évidemment, qui dit grand succès, dit grandes questions. Il y a des questions d'ordre théorique, la première étant que théorie quantique et relativité générale sont incompatibles. C'est totalement incompatible, on n'a pas de théorie quantique de la gravité. Alors jusqu'à assez récemment, on les laissait chacun dans son domaine, c'est-à-dire la théorie quantique pour tout ce qui est petit, la relativité générale pour tout ce qui est grand, et bon, on mettait la poussière sous le tapis, mais on voit bien que si on essaie de décrire par exemple des objets comme des trous noirs, c'est très relativiste et c'est en même temps très quantique, et là on tombe tout de suite sur des paradoxes infernaux. Donc c'est vraiment le grand problème théorique. Et ensuite, le modèle standard, il y a quelques problèmes théoriques. Un dont je parlerai, qui est le fameux problème de hiérarchie. Ensuite, il y a toutes les questions du genre pourquoi, pourquoi trois familles, pourquoi ces types d'interactions-là, ça on peut toujours se poser ces questions-là, je n'en parlerai pas. Et puis il y a un autre problème dont je ne parlerai pas non plus, qui est quand même de savoir si la théorie permet une certaine asymétrie entre matière et antimatière. Est-ce qu'elle en permet assez par rapport à ce qu'on observe dans l'univers, reste une question. Mais la grande question théorique, c'est le problème de hiérarchie, dont je vais vous parler après. Et puis, les grandes questions observationnelles, c'est, comme je l'ai dit, l'observation de phénomènes, disons, gravitationnels non décrits par le modèle standard et auxquels on a l'habitude de mettre les étiquettes matière noire et énergie noire. Je suis prudent sur la nature de l'une comme de l'autre. Voilà. Donc, voilà la situation. Et comment orienter maintenant les expériences, donc les expériences à faire en laboratoire et les observations à faire dans l'univers après l'étape actuelle. Donc comme j'ai dit, le modèle standard il est complet à son échelle d'énergie qui est dite électrofaible, c'est là où les forces électromagnétiques et faibles se rejoignent, qui est à peu près 1 TeV ou 100 GeV, enfin dans ces eaux-là. Et on peut se poser la question, quelle est la prochaine échelle d'énergie dans le modèle ? Donc il y en a une qui s'impose à nous, c'est justement celle de la gravité quantique. Si on fait une analyse purement dimensionnelle de la gravité, on dit quelle est l'échelle d'énergie associée à la constante de Newton. Bon, par une simple analyse de dimension, on voit que c'est ça l'énergie qu'il faut faire, racine de h bar c sur g, ça la dimension d'une énergie, et ça s'appelle la masse de Planck, et ça vaut 10 puissance 19 GeV. Donc c'est-à-dire 17 ordres de grandeur plus haut que l'échelle électrofaible. Avant ça, il y a peut-être une autre échelle d'énergie qui est un peu plus basse, qui serait celle où la force électrofaible et la force forte se rejoignent. On a des indices assez indirects que si une telle chose se produisait, ça se produirait dans les 10 puissance 16 GeV. Voilà, donc quand même encore 14 ordres de grandeur de plus que les échelles d'énergie auxquelles on est habitué actuellement. Et entre maintenant et ces échelles d'énergie-là, la question c'est, est-ce que c'est le désert? Est-ce qu'il n'y a rien ou est-ce qu'il y a d'autres échelles d'énergie intermédiaires qui permettraient, par exemple, de se dire on va faire un accélérateur pour aller les regarder, des choses comme ça. Mais ça peut très bien être le désert sur 14 ordres de grandeur. Donc la nature de la matière noire et de l'énergie noire, qui est quand même le grand problème observationnel, pourrait nous guider. On pourrait se dire ça va nous guider, si on arrive à voir un peu ce que c'est, nous guider sur comment expérimenter ou en laboratoire ou en observation. Donc on a des observations très précises de l'univers, en particulier à travers le fond diffus cosmologique, CMB, Cosmic Microwave Background, les grandes structures de l'univers, les oscillations de baryons, tout ça, qui nous donnent les paramètres, c'est-à-dire la densité de la matière noire, la densité de l'énergie noire, et puis quelques paramètres, un peu plus obscurs, c'est le cas de le dire. Mais il faut reconnaître que le couplage entre ces paramètres et ce que ça contraint au laboratoire est extrêmement faible. C'est-à-dire, pour le moment, on a beau mesurer ces paramètres, ça ne nous dit absolument pas quelle expérience ou quelles observations il faudrait faire pour aller plus loin, pour en découvrir davantage. Par exemple, la matière noire, ça peut encore, maintenant, être des particules, ce qu'on appelle des WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, ou des actions, ou des trous noirs primordiaux, ça peut être un peu n'importe quoi.
Et donc ce couplage faible fait que le fait d'observer la matière noire et l'énergie noire ne nous guide pas dans la conception de futures manies. Alors on peut se tourner vers la théorie, mais là aussi, les théories quantiques de la gravitation qui ont été avancées, bon, c'est des supercordes, beaucoup. Hein. Bon, je cite la gravité à gauche pour dire que c'est pas le problème que des supercordes, mais toutes ces théories ne nous donnent aucune prédiction expérimentale vérifiable. Donc là aussi, c'est pas un guide pour la prochaine génération de recherche. Donc dans cet état où on a un modèle qui est très complet, mais qui a des très grandes questions, mais qui sont très éloignées, ben, tout argument qui fournit une piste pour dire voilà dans quelle direction il faudrait chercher est le bienvenu. Et donc c'est un peu à ça qu'on se raccroche en fait. C'est pas comme si on avait à dérouler, on sait où aller, gratter pour la prochaine étape. On est dans cet état, un truc très complet, des grandes questions qui nous paraissent très lointaines, et donc on cherche des arguments. Et donc c'est comme ça que la naturalité s'est introduite dans la discussion. À commencer par ce fameux problème de hiérarchie dont je vais vous parler maintenant. Alors là, ça devient un peu technique. Le problème de hiérarchie du boson de Higgs. Donc dans le modèle standard, comme je vous dis, à l'échelle électrofaible, 100 GeV, 20 TeV, hein, on trouve la constante de Fermi, la masse du W, la masse du Z, la masse du Higgs. La masse de toutes les particules connues à une grande barre d'erreur près, puisque la masse de l'électron, hein, qui est quand même qu'un demi-méga-électronvolt, c'est beaucoup plus petit que ça, et pourtant elle provient du même phénomène. Donc là aussi, on a des échelles un peu étirées, mais disons que bon, on peut admettre que l'échelle électrofaible est la masse actuelle de tout le modèle standard. Et puis l'échelle suivante, comme j'ai dit, bah, c'est 10 puissance 16 GeV ou 10 puissance 19 GeV. Si on était en physique classique, bah, on dirait c'est comme ça, il y a deux échelles très très différentes. Après tout, je sais pas moi, le rayon de l'orbite terrestre sur le rayon de la galaxie, c'est des ordres de grandeur à peu près comme ça, donc ça reste comme ça. Mais en quantique, il se passe un truc, c'est que les échelles ne sont pas stables, et en particulier, la masse du Higgs est instable. C'est-à-dire que si on regarde les corrections quantiques à la masse du boson de Higgs, alors techniquement c'est ce qu'on appelle un propagateur, et puis les corrections radiatives à ce propagateur, en fait c'est la façon du Higgs d'exciter la polarisation du vide, c'est ça qui se passe, d'accord, conduit à introduire une boucle d'une autre particule. Bon, il se trouve que celle qui contribue le plus, c'est le quark top, parce que c'est la particule la plus couplée au boson de Higgs. Il faut intégrer cette impulsion jusqu'à une borne supérieure, et cette contribution dépend quadratiquement de la borne supérieure de l'intégrale. Alors si on met une borne qu'on appelle un cutoff lambda, ben la correction, c'est que la delta m carré, introduite juste par la correction, est proportionnelle à lambda carré. Et ça, c'est fondamental. C'est pas une chose qu'on peut évacuer facilement. C'est la même physique qui décrit le Lang shift ou l'effet Casimir entre deux plaques. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont absolument connues et observées. Et on ne peut pas s'en débarrasser dans le cas du Higgs. Alors j'en ai mis une parce que c'est la plus simple. En dessous, vous avez toutes les contributions à une boucle. Il y a le top, le WZ, le Higgs lui-même puisqu'il est autocouplé. La formule est ici pour la correction. Comme je vous l'avais dit, c'est bien en lambda carré, avec un coefficient qui est là, équivaut 5%. Vous pourriez me dire, oui, s'il y avait une... Alors d'abord, c'est pas vrai, le top, le W, le Z et le Higgs ne s'arrangent pas pour que ce coefficient soit nul. Même s'ils s'arrangeaient, ça ne serait pas correct non plus, parce que à deux boucles, les coefficients seraient différents et on aurait toujours la dépendance quadratique. Donc, c'est une divergence fondamentale. Bien, donc je reprends cette équation. Alors je pourrais vous dire, bon, toute la masse du boson de Higgs vient de la correction. C'est la première hypothèse qui vient à l'esprit. Il avait une masse nue, disons, une masse fondamentale très petite, et puis toute la masse vient de son interaction avec la polarisation du vide. Donc j'inverse l'équation, disons la masse du Higgs au carré vaut 0,05 fois le cutoff, et je dis le cutoff, du coup, il vaut 500 GeV. Alors ça voudrait dire qu'il y a toute une nouvelle physique à 500 GeV. Or, on n'a pas observé de nouvelle physique à 500 GeV. Les limites maintenant à LHC, c'est plutôt de l'ordre de plusieurs téraélectronvolts. Donc ça ne peut pas être possible. Inversement, en retournant l'argument, si j'ai la hiérarchie entre la masse électrofaible et des très grandes échelles comme la masse de Planck, pourquoi diable la masse du Higgs reste-t-elle collée à cette échelle extrêmement basse en présence d'échelles très très grandes?
Ou il y a une autre physique qui va m'empêcher d'intégrer la boucle au-delà de 1 TeV. Ou un autre argument, c'est de dire, bon, il y a plusieurs termes, puisqu'il y a au moins une masse nue et une correction, peut-être plusieurs corrections. Je peux m'en sortir en ajustant les termes successifs de façon à ce que leur somme, on les signe, on peut toujours en discuter, de façon à ce que leur somme me redonne le petit chiffre. Alors ça, c'est un problème dit de fine-tuning, ajustement fin. Est-ce que j'accepte que des termes qui sont de l'ordre de 10 puissance 32, 32 là, 10 puissance 16 par exemple au carré, se compensent à 1 part pour 10 puissance 32. Alors c'est ce qu'on appelle pas très naturel. C'est là que vient le problème de naturalité. Qu'est-ce que c'est qu'un ajustement fin raisonnable? Alors cette question, il y a deux questions dans la question. C'est d'abord comment on quantifie, quantifier au sens pas quantique, au sens quantité, le fine-tuning, un ajustement fin, et puis après, qu'est-ce qu'on accepte comme valeur raisonnable? Clairement, 1 pour 10 puissance 32, ça fait un peu désordre. Je vais aussi remarquer, c'est une remarque un peu personnelle, c'est que dans ce cas-là, on ne sait pas très bien si l'ajustement fin il est sur le carré ou sur la masse elle-même. Donc qu'est-ce que c'est une part pour 10 puissance 32 ou une part pour 10 puissance 16? On voit qu'il y a une fraction d'arbitraire là-dedans qui est importante. Ça, les gens ont essayé d'améliorer ça. Alors, est-ce qu'il y a des exemples similaires dans la physique? Alors, bon, on en parlait à midi, c'est pour ça que c'est amusant. Il y a un exemple qui est la masse de l'électron. On se dit, quid de la masse de l'électron? Est-ce qu'il subit le même genre de problème? Et là, on aurait la réponse, parce qu'on connaît quand même pas mal d'interactions au-delà de l'échelle de masse des électrons. Donc l'argument va comme ça, c'est un vieil argument. Le potentiel électromagnétique d'un électron ponctuel, c'est alpha sur R. D'accord, alpha, la constante de structure fine. Donc l'énergie électromagnétique d'un électron qui serait une sphère d'un rayon RE, c'est alpha sur RE. Donc si toute l'énergie, toute la masse de l'électron provenait de son énergie électromagnétique, il faut que cette composante électromagnétique n'excède pas la masse de l'électron, MC2. D'accord ? Et là, c'est pareil, qu'est-ce que j'en déduis? Je connais alpha, je connais M, et donc j'en déduis que le rayon de l'électron est supérieur à alpha sur M, c'est-à-dire 3 femtomètres. Ça fait un électron très grand, parce que un femtomètre, c'est la taille d'un proton. Donc je sais depuis déjà assez longtemps qu'un électron, c'est beaucoup plus petit qu'un proton. Quand j'ai testé la ponctualité de l'électron, j'ai trouvé qu'il était ponctuel. Donc les meilleures mesures, c'est probablement les mesures faites à LEP, l'accélérateur électron-positron du CERN, des énergies de centaines de GeV, et donc la ponctualité a été testée à 1 sur 100 GeV, qui fait à peu près 1 pour 10 000 de cette valeur. Donc on sait que c'est pas vrai, ça, l'électron est ponctuel, il n'a pas un rayon qui est ça, mais il a un rayon qui est au moins 10 000 fois plus petit que ça. Bien, donc ça ne peut pas être l'origine de la masse de l'électron, et on ne sait pas pourquoi, à 1 pour 10 000, donc l'énergie électromagnétique devrait être 10 000 fois plus grande que la masse de l'électron. Alors en fait, si on fait le calcul de la correction de la masse de l'électron, on trouve cette formule-là. Ça, c'est la masse renormalisée, comme on dit, la masse habillée par les corrections radiatives comme ça. Donc c'est la masse nue fois 1 moins une correction. Mais là, il y a deux remarques. La première remarque, c'est que la divergence, donc dans le rayon, elle est logarithmique, elle est plus quadratique. Ça, c'est beaucoup mieux, parce que ça va beaucoup plus lentement, les logs. Et d'ailleurs, pour que cette correction soit de l'ordre de 1, il faut atteindre des énergies énormes, qui s'appellent le pôle de Landau, c'est du genre 10 puissance 120 GeV, donc c'est même pas la peine d'en parler. Et la deuxième remarque, c'est qu'elle n'est pas additive, mais elle est multiplicative. C'est-à-dire la correction, elle multiplie la masse nue, elle ne s'ajoute pas à la masse nue. Alors ça aussi, c'est bien, d'une certaine façon, parce que, bon, on voit que les deux combinés, le log et le fait que c'est multiplicatif, vont faire que c'est assez facile de tenir une masse de l'électron qui n'est pas très loin de celle que j'avais au départ. Alors le fait que ce soit multiplicatif, c'est en fait, ça a été très bien exploré, et c'est Toft qui a trouvé que, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, au début j'avais tout un diapositive là-dessus, mais c'est un peu long à expliquer. C'est ce qu'on appelle une naturalité technique.
C'est-à-dire que dans le cas de l'électron, la masse est protégée par une symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un paramètre est tel que quand le paramètre tend vers 0, une symétrie du système est restaurée, alors le paramètre est protégé par une symétrie, c'est-à-dire que même dans le cas où je ne suis pas vraiment symétrique, je ne vais pas pouvoir aller très très loin en m'écartant du cas symétrique. C'est dit un peu avec les mains, mais c'est ça qui se passe. Bon, ici, c'est la symétrie chirale qui fait que quand un électron de masse nulle, c'est un objet chiral, et donc cette symétrie est restaurée pour une masse nulle. Donc on sait vraiment la raison fondamentale pour laquelle un électron a sa correction de masse protégée par une symétrie et qui fait que c'est beaucoup moins divergent que dans le cas de Higgs. Par contre, un scalaire élémentaire n'a pas sa masse protégée par une symétrie, c'est assez facile à voir avec les mains, et donc c'est le cas du boson de Higgs, et c'est même la seule particule de tout le modèle standard qui n'a pas sa masse protégée par une symétrie. Et c'est pour ça qu'il pose problème. Tous les fermions du modèle standard sont comme l'électron. Donc en particulier, on peut admettre qu'ils aient des masses très différentes, comme l'électron, le quark U, le quark B, le quark top. Bon, c'est pas très satisfaisant que les rapports soient si grands, genre 300 000 entre l'électron et le top, mais au moins si on les met là, ils vont pas bouger. C'est stable. Dans le cas du Higgs, non, c'est pas stable. Bon, maintenant, tout ce raisonnement-là, il faut quand même se rendre compte, c'est une post-diction. On n'a pas découvert la théorie quantique des champs, ni l'existence du positron, qui est très reliée à ça. Mais ça n'a pas été découvert par cet argument. Donc là, l'argument naturalité, on l'a réintroduit après, et on a compris ses symétries, etc., ses propriétés, bien après avoir fait les calculs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Bon, il y en a un qui est cité aussi souvent, c'est un peu du même genre, la différence de masse entre le pi chargé, le pion chargé et le pion neutre. Si on calcule la contribution, pareil, électromagnétique, c'est-à-dire la pure énergie, self-énergie électromagnétique, on trouve aussi un truc qui va comme un cutoff au carré, ce qui est normal parce que là, c'est des scalaires aussi. Si on rejoue le même jeu de dire que toute la différence de masse est attribuable à ça, on trouve que le cutoff doit être de l'ordre de 850 MeV, la masse des pions c'est 135 MeV. Et donc là c'est pareil, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose avant 850 MeV, et de fait, on sait que les pions ne sont pas des scalaires ponctuels, et que donc il y a effectivement une physique qui intervient, qui est par exemple la présence du méson ρ à 700 MeV, donc ça explique pourquoi cette contribution ne va pas aller plus loin que 800 MeV. C'est aussi une post-diction, on a réinterprété encore ce calcul dans le cadre de la naturalité après s'être posé la question. Le seul cas où il y a eu une prédiction, plus ou moins, c'est dans un autre calcul qui est la différence de masse des K, des mésons K0, qui ont deux versions, le long et le short, où on a aussi trouvé, on peut interpréter la différence de masse comme aussi une boucle d'un diagramme de polarisation du vide, qui va aussi comme un cutoff au carré, et donc qui s'interprète comme, on peut dire que il y a un quark charmé qui n'était pas observé à l'époque, qui rentre dans cette boucle, et donc le fait d'avoir ça limité à la différence de masse observée prédit que la masse du quark charmé doit être inférieure à 5 GeV. Donc ça, c'est un vrai papier qui existe, c'est Gaillard, Lee, etc., qui a prédit que ce quark charmé devait être inférieur à 5 GeV par ce genre d'argument, et effectivement, il a été observé que sa vraie masse, c'est 1,3 GeV. C'est la seule prédiction qui a été faite en suivant cette ligne d'argument. Maintenant, moi je trouve que l'interprétation en termes de naturalité est un peu excessive, parce qu'après tout, on a juste mesuré que les deux états avaient une masse différente, on connaissait déjà le quark charme, en déduire la limite, est-ce que c'est vraiment un argument de naturalité, ou est-ce que c'est juste interpréter correctement les données? Moi je ne suis pas très convaincu par cet argument. Mais il est souvent cité, c'est pour ça que je l'ai rappelé. Alors pour revenir à mon problème de hiérarchie du boson de Higgs, qu'est-ce qu'on apporte comme solution au problème de hiérarchie? Pourquoi la masse du boson de Higgs reste si basse par rapport aux grandes échelles qu'on connaît? Bon, il y a essentiellement trois grandes voies, donc les deux premières en fait j'en parlerai pas, et je me concentrerai sur la dernière. Donc les deux premières rapidement, c'est rejouer le jeu qu'on a toujours eu quand on a un tableau de particules qui jouent le même genre de rôle. C'est de dire que c'est le jeu des poupées russes, il y a des sous-composants,
Et effectivement, si j'ai des sous-composants, j'ai plus le droit d'intégrer la boucle au-delà de l'échelle de masse de ces sous-composants. Donc ça résout le problème tout de suite. Alors c'est pas très en vogue, parce que d'abord, ça a tendance à mélanger les familles, à faire ce qu'on appelle des flavor changing neutral currents, mais bon, peu importe. Enfin, c'est très contraint par les mesures précédentes, et donc on n'a pas de bon modèle de type sous-composant. Il reste des modèles quand même où le X lui-même est composite, qui sont, donc ça répond exactement à la question du problème de hiérarchie, qui sont quand même, on voit souvent, bon, c'est possible, c'est très contraint par les mesures de couplage du X au LHC, c'est pas non plus très en vogue. Et puis ça répond pas vraiment au problème de naturalité, ça met juste une échelle au-dessus, et après il faut encore avoir le désert jusqu'aux masses supérieures. Bon, la deuxième voie, qui est sortie il y a une vingtaine d'années maintenant, c'est des dimensions supplémentaires, c'est-à-dire on rajoute des dimensions à l'espace-temps, à l'espace. Là, il y a deux grandes voies aussi, deux grandes sous-voies à ça. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai vraiment pas le temps, mais ça consiste à introduire une autre type de hiérarchie qui est essentiellement géométrique. C'est-à-dire on dit que la gravité, elle est dans un autre espace et qu'elle est faible parce que son volume, par exemple, est beaucoup plus grand. Et donc ça résout le problème de hiérarchie en disant que l'échelle d'énergie de Planck est artificielle et qu'il n'y a qu'une seule échelle d'énergie qui est l'énergie du modèle standard et que la gravité a été diluée par une autre façon. C'est tout aussi arbitraire, sauf que le seul intérêt, c'est comme c'est géométrique, c'est stable. C'est-à-dire on n'a plus ces problèmes de fluctuation, on peut imposer cette hiérarchie, elle va rester là et le boson de Higgs va rester sur sa brane, comme on dit, c'est-à-dire avec sa masse actuelle. Bon, ça a été inventé pour résoudre le problème de hiérarchie, ça fait le job, ça ne fait pas d'autre job que celui-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signe expérimental, alors qu'il y a des prédictions, et ça n'a pas d'autre fonction dans la théorie. Donc, alors la dernière que je vais essayer de développer un peu plus, c'est la voie de la supersymétrie, qui est la première qui a été inventée pour répondre au problème de hiérarchie. Alors la supersymétrie, c'est une symétrie entre fermions et bosons. C'est-à-dire à chaque fermion, on associe un boson, et réciproquement. Alors d'abord, c'est esthétique, parce que c'est la dernière symétrie dans une théorie quantique des champs, non utilisée par la nature. Donc les gens ont postulé que la nature utilise systématiquement toutes les symétries possibles. On a vu tous les groupes finis, les groupes de Lie. Ça, c'est la dernière qu'on n'a pas vue dans la nature, donc c'est possible qu'elle soit utilisée. Le deuxième argument, c'est que ça fournit, dans un certain cadre, il faut être prudent, un bon candidat pour la matière noire sous la forme de la particule supersymétrique la plus légère. Et la troisième propriété, donc celle qui nous intéresse, c'est que ça adresse élégamment le problème de hiérarchie, on va voir tout de suite. Bon, une autre propriété sympathique, c'est que c'est relativement prédictif, c'est-à-dire si on définit la théorie supersymétrique, on peut faire des calculs. Il y a un petit effet du réverbère, on cherche là où il y a de la lumière, quand on sait faire des calculs, on cherche davantage que dans les deux autres voies. Voilà, donc c'est une symétrie entre fermions et bosons, comme j'ai dit. À chaque fermion, on associe un partenaire bosonique et vice-versa. Au début, bon, très brièvement, on s'est dit qu'on pouvait peut-être la réaliser avec les particules connues, c'est-à-dire associer un boson comme le photon et un électron, mais ça ne marche pas, on s'en rend compte tout de suite que ça ne marche pas. Et donc on est conduit à introduire autant de partenaires supersymétriques qu'on connaît de particules normales dans le modèle standard. Donc l'électron, qui est un fermion de spin 1,5, on va l'associer à un électron scalaire, qu'on appelle un sélectron, etc., etc. Le quark top, qui est aussi un fermion, on va lui mettre un scalaire top, qu'on appelle un stop, qui est un petit jeu de mots maintenant. Et puis inversement, les bosons du modèle standard, le photon, on lui met un photino, parce que lui c'est un vecteur, et un boson, on l'associe à un fermion qui est un photino, ça rappelle un peu neutrino, qui est un fermion. Et puis le W, un wino, le X, un xino, etc. Bon, ils ont tendance à se mélanger, mais c'est pas grave pour la démonstration. Alors d'où vient le miracle, qui a concentré énormément d'énergie de théoriciens depuis 30 ans, c'est que si on prend les corrections maintenant à la masse du Higgs, les corrections quantiques, et qu'il y avait celles qu'on avait déjà vues, si on prend celles introduites par le partenaire supersymétrique du top, le stop, la somme de ces deux diagrammes, les signes sont opposés,
Et la somme de ces deux diagrammes, c'est ici. Voilà. Donc, on retrouve la dépendance en log, on enlève la dépendance quadratique qu'on avait avant, on retrouve une dépendance en log, alors qu'on est sur une correction à un x scalaire, donc ça c'est très bien. Et 2, si la symétrie était exacte, c'est-à-dire que la masse du stop soit égale à la masse du top, alors on n'aurait plus du tout de divergence. Alors ça serait nul exactement. C'est une symétrie, c'est normal en même temps. Donc c'est un peu comme la symétrie protégée, mais là c'est protégé par deux particules différentes, mais le fait qu'il y ait une symétrie entre les deux fait que on a donc pour une symétrie exacte une contribution qui est nulle, et pour une symétrie qui n'est pas tout à fait exacte, une contribution en log. Donc ça c'est très très bien. Alors effectivement, on n'a pas observé les particules supersymétriques, ça fait 30 ans qu'on les cherche, on ne les a toujours pas vues. Donc on sait que la supersymétrie n'est pas exacte, elle est brisée. Et actuellement, donc on recherche, au LHC, on recherche ces particules supersymétriques, on a des limites inférieures sur les particules supersymétriques, comme le stop, le gluino, le partenaire du gluon, qui sont typiquement quelques centaines de GeV pour le stop, suivant ce que c'est, et quelques TeV, 2 TeV5, 3 TeV pour le gluon. Donc, c'est pas tout à fait satisfait. Alors le fait que c'est brisé, ça veut dire qu'il va rester une certaine quantité d'ajustement encore. Et d'autant plus d'ajustement fin que la limite expérimentale, je la repousse de plus en plus loin. Donc au début, dans les années 70, quand les gens ont inventé la supersymétrie, ils se sont dit, oulala, elle est juste de l'autre côté de la porte, là. Le top n'était même pas découvert, ils pensaient que le top était à 40 GeV, ils pensaient que le stop serait à 60, quoi. Bon. Maintenant, on sait que le top est à 173, que le stop n'est pas plus bas que 500, donc ça commence déjà à tirer, et il commence déjà à avoir une certaine tension qui nécessite un certain ajustement fin de ces termes. Donc, inversement, si je dis, voilà, je ne tolère pas plus qu'une certaine quantité d'ajustement fin, je dis une théorie qui est fine-tune à plus que 1%, c'est inacceptable. Voilà. À ce moment-là, j'en déduis la masse des particules supersymétriques. Et cet argument a été beaucoup agité pour dire les particules supersymétriques sont juste de l'autre côté de la porte, là, juste après votre dernier accélérateur, parce que au-delà, ça serait vraiment trop d'ajustements fins. Ce serait pas acceptable d'avoir un ajustement fin comme ça. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de tentatives, justement le papier que tu disais d'Alexis Greenbaum décrit toutes ces tentatives pour essayer de quantifier le fine-tuning, de trouver quelque chose de plus chiffré dans cet argument. En fait, le résumé de tous ces efforts, c'est que la supersymétrie est toujours au-delà de la limite de l'accélérateur en service au moment où le papier théorique sort. Dans celui-là, c'est 250 GeV, dans celui-là, c'est 350, et dans celui-là, c'est 500 GeV. Ça, c'est juste la fin de l'EP. Et maintenant, on sait que c'est plutôt le TeV. Bon, actuellement, avec les limites expérimentales obtenues à LHC, la plupart des gens disent, bien que le sujet ne soit pas très bien défini, que la supersymétrie, il faut accepter que c'est une théorie qui est ajustée finement à 1 pour 1000. C'est ça qui circule partout. Voilà. En fait, il faut voir aussi que c'est un raisonnement qui est de plus en plus bayésien. C'est-à-dire, bon, non seulement il y a la valeur du fine-tuning qu'on accepte, qui est complètement arbitraire, mais en plus, pour quantifier l'ajustement fin, on fait des hypothèses sur les modèles possibles. Évidemment, il faut dire, est-ce que, par exemple, deux termes, naturellement, auraient tendance à se compenser ou pas? Quelle est la gamme de... Et ça, on finit par voir des papiers qui parlent de la probabilité d'un paramètre. Alors ça, c'est une pente dangereuse. Hein. Une pente glissante, c'est de parler de la probabilité d'une théorie. En fait, c'est quel est l'espace des théories, comment on peut définir une mesure sur l'espace des théories. Alors, il n'y a qu'une seule nature, donc au pire, c'est de la statistique à un événement, et au mieux, c'est de la statistique à un événement, au pire, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, il y a un lien entre donc naturalité et principe anthropique. Alors, le principe anthropique, ça consiste à dire, bon, je vois une nature comme elle peut peut-être me paraître pas naturelle, mais elle est comme elle est puisque je suis là pour la regarder. Donc ça veut dire
l'univers dans lequel on évolue, il a certaines constantes, certaines formes d'interaction, parce que si c'était différent, on ne serait pas là pour en parler. C'est le principe anthropique dit faible, hein. Le fort, c'est plus mystique. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre naturalité et principe anthropique, dans le sens que si plus je regarde le principe anthropique, plus j'admets de la non-naturalité. Plus je dis, le monde est comme il est, bah, ça te paraît vraiment bizarre au vu de mes théories, mais bah, après tout, peut-être que les variables se sont arrangées comme ça pour faire un univers comme il est. Personnellement, je n'aime pas du tout ce mot anthropique. Observer suffirait, mêler l'évolution de l'homme à ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, oui, le monde on peut mesurer les choses dans le monde et en déduire que certaines constantes de la physique doivent être comme elles sont pour donner ce qu'on observe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres problèmes de naturalité que la hiérarchie du boson de Higgs? Oui. Oui, alors il y a les plus grands qui occupent beaucoup les gens, c'est la constante cosmologique, ça vous le savez certainement, puisque la valeur, on observe une densité de l'énergie noire, ou une constante cosmologique, comme on veut l'appeler, hein, enfin, une densité d'énergie avec une pression négative qui fait que l'univers s'expand plus vite que le modèle du Big Bang seul voudrait le décrire. Et si on associe, si on mesure la densité de cette énergie, donc une densité c'est une énergie puissance 4, et si on met l'énergie qui va bien dans le mesurer, on trouve 2,4 milliélectronvolts. La valeur attendue dimensionnellement, la valeur naturelle, ça serait la masse de Planck puissance 4. Donc là, on a un gros problème entre le 2,4 milliélectronvolts puissance 4 et le 10 puissance 19 GeV puissance 4. C'est un facteur 10 puissance 122. Qui peut paraître quand même peu naturel. Alors pareil, hein, entre dire c'est 10 puissance 122 ou 10 puissance juste l'échelle d'énergie 10 puissance 31. Bon. J'admets qu'il y a quelques difficultés d'interprétation. Je sais que des fois tu as Marc Lachaiseray dans le public. Une fois on s'est un peu pris de bec là-dessus, puisqu'il prétendait qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Je lui ai répondu que, bon, même si on n'a pas de théorie quantique de la gravitation, on a quand même un problème de constante cosmologique, au minimum d'un facteur 10 puissance 40. Bon, j'ai un argument technique pour ça. Donc ça, c'est vraiment un autre problème. Est-ce que c'est naturel d'avoir un truc attendu dimensionnellement qui est 10 puissance 122 fois plus grand que l'observation? Et l'autre, qu'on oublie toujours, mais qui est très important, c'est ce qu'on appelle le strong CP problem dans les interactions fortes. Notre théorie actuelle des interactions fortes, qui s'appelle la chromodynamique quantique, QCD en anglais, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la théorie contient un terme qui a cette forme-là, où ça c'est juste le tenseur impulsion-énergie de la théorie, d'accord, proportionnel à FF tilde, et ça c'est un terme qui devrait donc dimensionnellement d'ordre 1. Et je trouve que la façon dont ça a été introduit, c'est qu'un terme comme ça violerait la symétrie CP, que ça faisait longtemps qu'on savait que l'interaction forte ne viole pas la symétrie CP. C'est pas vraiment ce qui nous occupe. Ce qui nous occupe, c'est qu'il y a naturellement dans la théorie un paramètre qu'on s'attend d'ordre 1 quand on compte juste les dimensions et qui vaut 10-10 au maximum, parce qu'on a mesuré, on sait en déduire d'une valeur de ça ce qu'aurait comme le neutron comme moment dipolaire, et donc la contrainte sur le moment dipolaire du neutron contraint ce paramètre à être plus petit que 10-10. Alors là aussi, les gens disent, 10-10, ça commence à faire beaucoup petit pour un paramètre arbitraire d'ordre 1. Voilà. Alors là aussi, il y a une vague solution qui a été apportée, qui s'appelle la solution de Page et Quinn, avec une action. Il faut introduire un nouveau champ, qui est un scalaire, qui a un potentiel qu'on a choisi quand même à peu près ad hoc, et qui fait que l'évolution de ce champ dans son potentiel tire le Lagrangien vers θ égale 0, une valeur 0, c'est-à-dire que c'est une évolution qui est dynamique. C'est plus on a mis un paramètre à la main qui vaut 0, ou qui est tout petit, il y a une évolution dynamique vers θ égale 0. On peut trouver ça plus naturel ou moins naturel au goût de chacun. C'est quand même alors l'intérêt aussi, c'est que ça rend les choses stables, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dynamiquement mis là, il ne va pas en bouger. L'intérêt aussi, c'est que cette action, là qu'on a introduite, est aussi un bon candidat pour la matière noire, donc il y a beaucoup de gens qui recherchent là-dessus.
Donc là, c'est un schéma un peu différent. On a introduit un ingrédient qui va quand même résoudre ce problème de naturalité, mais qui est qui laisse derrière lui une trace qu'on peut essayer de mesurer en laboratoire. Une question, quelle serait la masse attendue de l'action? Alors c'est du grand n'importe quoi aussi, ça va de 10 puissance moins 22 électronvolts. C'est des toutes petites masses. Je pense que, alors il y a des limites expérimentales par domaine de masse. Je pense qu'on aurait entre 10 moins 10 et 10 moins 22 électronvolts. C'est minuscule. Ah oui, c'est minuscule. Oui, mais il y a, bon, je pourrais t'en parler, il y a des effets, par exemple, de genre interaction à travers un mur ou des choses comme ça. Enfin, bon, il y a des gens qui font des mesures très marrantes avec ça. Bon. Alors, une autre façon de voir les choses, après vous avez bien embrouillé sur les échelles très différentes, c'est quand même, beaucoup de gens se posent la question, et c'est très relié, des coïncidences. On voit, on a des coïncidences. Donc là, on retourne le problème, on dit, bon, on avait des échelles très différentes qu'on pensait dues à la même cause, ça nous choque. D'accord ? Inversement, on a des échelles très semblables dont on ne connaît pas de cause commune. Alors ça nous choque aussi. D'accord ? On se dit, mince, c'est une drôle de coïncidence, on ne voit pas du tout pourquoi c'est coïncident. Et donc il y a 3 problèmes comme ça en cosmologie qui sont quand même très, quand on y réfléchit, très perturbants. Le premier, c'est le why now problem, le problème du pourquoi maintenant. Alors ça dit que ça c'est l'évolution de la densité d'énergie dans l'évolution de l'univers, d'accord ? Ça c'est essentiellement le temps, en fait c'est le redshift qui va par là, donc le temps va bien dans le bon sens, d'accord ? Ça c'est la formule qui donne le redshift en fonction du temps. Et donc ça donne l'évolution de la densité d'énergie noire et la densité de matière, la matière au cours de l'évolution de l'univers. Donc la matière c'est la ligne noire, l'énergie noire c'est la ligne bleue. L'énergie noire c'est essentiellement constant. Et la matière, ça diminue parce que l'univers s'expand. D'accord ? Et il se trouve qu'on est là au moment où les deux densités sont pratiquement égales. Bon, il y en a une, c'est 73% de la densité critique, l'autre c'est 5%, mais quand on voit d'où on part, au moment du Big Bang ou proche du Big Bang, ça c'est un log, hein, donc on a 15 ordres de grandeur assez rapidement. Donc le fait que ce soit juste maintenant qu'on observe des densités de matière et d'énergie noire qui sont commensurables est un grand mystère. Voilà. La deuxième, alors là c'est encore plus compliqué, là je vais peut-être sauter. Bon. Il y a des études de stabilité de l'univers où on s'est rendu compte que la stabilité de l'univers dépend de la masse du quark top et de la masse du boson de Higgs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voyez l'échelle en regardant les diapositives de plus près, c'est une petite échelle, hein. Ça c'est 120 GeV, ça c'est 130 GeV. La masse du boson de Higgs c'est 125 GeV, donc c'est petit, hein, c'est 10 GeV ici. Et la masse du quark top, c'est ici on est à 168 jusqu'à 180, et c'est 173, donc c'est des toutes petites échelles. Et ça c'est le diagramme de stabilité de l'univers. Tout ce qui est vert, c'est stable, tout ce qui est rouge, c'est instable. Une toute petite fenêtre où c'est métastable, et nous on est là. Il y a beaucoup de gens que ça choque, ça, quand même. Ça veut dire quoi, instable ? Instable avec un temps de tunneling très court, s'il est plus court que l'âge de l'univers, c'est peu probable parce que probablement il serait passé. C'est-à-dire le potentiel, au lieu d'être comme ça, devient un potentiel non limité vers le bas. Donc là, l'univers fait quoi alors ? Il descend vers whatever is au bout du potentiel, on ne sait pas. Mais la courbe du potentiel qu'on connaît, d'accord, n'a plus de creux de métastabilité. Le potentiel soit comme ça c'est stable, ici, soit comme ça, à ce moment-là, ça va vers autre chose que la physique qu'on connaît, soit comme ça, et à ce moment-là, on est métastable, c'est-à-dire qu'on peut faire un effet tunnel à travers la bosse, avec un temps qui est... Alors, il vaut mieux que le temps soit beaucoup plus long que l'âge de l'univers observé, sinon c'est encore un problème de naturalité. Je veux dire, on a eu de la chance... Alors, le fait que les deux masses soient exactement... non seulement dans la fenêtre de métastabilité, et plutôt du côté stable, parce que si on était là, on aurait déjà, l'univers serait déjà passé du côté instable, on n'a aucune idée. Ces nombres, comme la masse du boson de Higgs et la masse exacte du quark top, c'est des nombres mesurés, on ne sait pas pourquoi. Et la dernière que je voudrais attirer à votre attention, c'est une coïncidence alors, complètement numérique. Bon. C'est que si on fait, donc on prend les échelles d'énergie qui sont... que je n'ai pas arrêté d'agiter depuis le début,
et je fais la moyenne géométrique de la densité d'énergie qui constitue la densité de la constante cosmologique, de 2 milliélectronvolts, et de la masse de Planck, je fais la moyenne géométrique, je trouve juste l'échelle faible, 1 TeV au carré. 2 milliélectronvolts fois la masse de Planck, c'est 1 TeV au carré. Il n'y a aucune raison pour ça. Aucune raison pour ça. C'est quand même assez choquant. Hein. C'est quand même les driving, les éléments qui drivent l'évolution de l'univers. Voilà. Alors, bon, pur hasard, les trois, hein, pur hasard, une raison mécaniste qu'on ne connaît pas, une théorie qui forcerait ça, ou une pure raison anthropique, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Voilà, alors, si on élargit le problème de la naturalité, là c'est un peu de philosophie ou histoire des sciences, un peu pour essayer de se guider. Donc tout le monde a toujours essayé le rasoir d'Occam, le principe d'économie, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Alors l'exemple écrasant, je dis écrasant parce que finalement il n'y en a pas beaucoup comme ça, et il est dans la mentalité de tous les physiciens, c'est l'héliocentrisme versus le géocentrisme et les épicycles. Tout le monde a ça en tête. Tout le monde se demande si, vous connaissez l'histoire, l'héliocentrisme, le Soleil au milieu, les planètes tournent autour, le géocentrisme, la Terre est immobile, le Soleil tourne autour, les planètes ne peuvent pas tourner autour parce qu'on voit les planètes reculer dans le ciel, donc ça ne peut pas être des cercles, alors on met un cercle de points virtuels autour desquels tournent les planètes, et puis au fur et à mesure que les mesures deviennent de plus en plus précises, on est obligé de complexifier le modèle des épicycles jusqu'à 7 épicycles. Et puis à la fin, il y en a un qui dit, Copernic, qui dit qu'il faut mettre le Soleil au milieu et tout s'arrange. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus naturel que le système de Ptolémée à 7 épicycles. Mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même un caveat, c'est que le modèle héliocentrique a eu des débuts difficiles. Parce que dès l'époque de Ptolémée, les gens ont dit, mais oui, mais c'est tout à fait naturel que la Terre tourne autour du Soleil. Mais c'est pas possible parce que comme les étoiles sont à la distance maximale qu'on connaît, qui est celle du Soleil, c'est naturel. C'est le même ordre de grandeur que la plus grande distance qu'on connaît, d'accord? Donc c'est la distance du Soleil. Et bien donc si la Terre bougeait, on verrait les étoiles se déplacer dans le ciel, d'accord? Comme on voit les étoiles qui ne se déplacent pas dans le ciel, c'est pas possible que la Terre bouge. Et donc on la remet au centre du système. Donc là, le principe de naturalité, il a été exactement à l'inverse de la science. Hein. Et puis une deuxième étape, c'est aussi que Copernic dit on met le Soleil au milieu. Ah ben oui, mais si on décrit les orbites des planètes comme des cercles, ça ne marche pas non plus avec les observations de l'époque qui sont très précises. Tycho Brahe, c'est super précis. Et tant que Kepler n'a pas dit c'est des ellipses, eh ben le modèle des épicycles décrit mieux la réalité que le modèle des héliocentriques. Alors là aussi, ça pose des questions. Et puis un exemple que j'adore, c'est pourquoi le Soleil brille-t-il? C'est pas si longtemps qu'on sait pourquoi le Soleil brille. Et à la fin du XIXe siècle, on se retrouve dans une situation incroyablement paradoxale, puisque Darwin a mesuré l'âge de la Terre, enfin il a donné une limite minimum à l'âge de la Terre qui est 300 millions d'années avec la géologie anglaise. L'évolution des strates géologiques, des fossiles et tout ça. Il dit c'est pas possible que ce que je trouve ait moins de 300 millions d'années. Alors les physiciens, dont Kelvin, essaient de dire mais l'âge du Soleil, comment il marche le Soleil? Ben, si on dit qu'il brûle du charbon, il dure 3000 ans. Ça, c'est peu compatible. Il sort une théorie un peu bizarre qui dit oui, en fait, le Soleil, c'est pas de là qu'il tire son énergie, il est bombardé de météorites, et l'effondrement gravitationnel de ces météorites fournit de l'énergie. Et avec ça, il arrive péniblement à un Soleil qui a 30 millions d'années. Donc, ça ne marche encore pas. Et donc, pendant 40 ans, presque, 30 ans, à la fin du 19e, les physiciens s'opposent à la théorie de l'évolution. Ils disent que non, la théorie de l'évolution de Darwin ne peut pas être juste puisqu'on n'a pas la physique pour la décrire. Donc c'est un cas où on voit bien que c'est aussi de la naturalité, c'est ce qu'ils ont à leur disposition. Et bon, ils ont été modestes, ils n'ont pas dit trop fort quand même, parce que c'est évident que la théorie de Darwin était scientifique. Mais c'est un cas où il faut faire attention avec les ordres de grandeur. Alors la naturalité quantitative, les coïncidences numériques, comme celle dont je vous ai parlé, est-ce que ça peut nous aider? Alors historiquement, il y en a plusieurs comme ça. Il y a eu l'histoire fameuse qui est dans tous les papiers sur la naturalité de Dirac et l'hypothèse des grands nombres. Dirac, qui était quand même pas la moitié c'est quelqu'un de très 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 futé, a remarqué que dans l'univers, il y a un nombre qui apparaît assez souvent, qui est 10 puissance 40.
c'est par exemple la taille de l'univers observable, c'est-à-dire la vitesse de la lumière fois l'âge de l'univers, divisé par le rayon de l'électron. Bon, la taille de l'univers sur le rayon de l'électron, c'est 10 puissance 40. La force électromagnétique sur la force gravitationnelle entre le proton et un électron, c'est-à-dire ça, c'est 10 puissance 40. Et puis un nombre, dit nombre d'Eddington, qui est censé décrire le nombre de protons dans l'univers, qui alors là est vraiment, quand on le regarde, c'est de la foutaise complète, hein, mais il n'empêche que Dirac a quand même accepté ça, parce que ça marchait avec des 10 puissance 40. Et il dit cette coïncidence numérique, c'est pas possible, il y a une raison. Il en déduit une théorie, avec une prédiction. Alors là, au moins, il fait une prédiction qui est que la constante de Newton, de la gravitation, doit décroître comme 1 sur T dans l'évolution de l'univers. Alors on sait ça, que c'est complètement faux, le constant de Newton est parfaitement constante dans l'évolution de l'univers. D'accord ? Donc voilà où peut mener ce genre de remarque de naturalité, les ordres de grandeur sont les mêmes, il y a une cause qui est la même, oui, mais bon, ça mène à des choses qui sont pas justes. Alors la réponse, quand on constate que la constante est constante, Newton, et pas, il ne croit pas avec le temps, en fait, il explore le fait que c'est 10 puissance 40, et il dit, bah oui, mais en fait, effectivement, le principe anthropique s'applique pour qu'on soit maintenant dans l'état où on est, après plusieurs explosions de supernovae qu'on fait, les éléments, etc. Il faut à peu près que l'âge de l'univers soit ce qu'il est, etc. Et donc, on a ce rapport. Voilà. Donc, c'est des coïncidences. Alors, une autre chose qui est souvent évoquée comme le principe anthropique, c'est la prédiction de Hoyle, qui est bien connue de l'état excité du carbone 12. Donc Hoyle, un astronome, regarde la production, la nucléosynthèse dans les étoiles, et il s'aperçoit qu'avec la physique nucléaire connue à son époque, ça ne marche pas, ça ne produit pas assez de carbone, et s'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'observateur, toujours le même truc. Bon. Et il prédit qu'il doit y avoir un état excité du noyau de carbone à cette énergie-là, pour que la chaîne fonctionne correctement. Et les gens cherchent l'état excité du carbone et ils le trouvent exactement à l'énergie prédite. Donc ça, voilà. Alors ça a été reconnu a posteriori, et par Hoyle lui-même, mais bien après qu'il ait fait la prédiction, comme la première prédiction anthropique, puisque c'était du carbone lié à la vie, à l'observateur. Bon. Moi, je trouve que c'est pas une prédiction anthropique, c'est juste qu'il a compris la physique nucléaire et il a dit qu'il doit y avoir un état excité. Bon, on l'a trouvé, c'est très bien, mais de là à dire que c'est une prédiction anthropique, je trouve que c'est vraiment poussé. Et d'ailleurs, il faut que cet état-là soit supérieur à l'énergie de cet état-là, et donc 0,3 MeV par rapport à 7 MeV, ce ne faut pas faire un ajustement fin extraordinairement surprenant. Donc cet argument, à mon avis, a été poussé beaucoup trop loin dans l'histoire du principe anthropique. Alors, d'autres coïncidences numériques, de pure numérologie, il y en a une qui était juste, qui est la série de Balmer, 1885. Balmer remarque que les raies de l'atome d'hydrogène, l'espacement entre les raies, la fréquence, va comme les nombres entiers, 1 sur n2 moins 1 sur n2. Il constate ça, il a à la fois la bonne formule, il voit que toutes les raies sont là, mais il n'en fait rien en fait. C'est-à-dire que c'est là pour le coup, la numérologie est juste, mais ça n'a absolument mené à rien. Bon, alpha égale 1 sur 137, abonné à énormément de théories fumeuses, et en plus c'est pas vrai, parce qu'il y a des décimales, et puis il n'y a aucune raison que ce soit ça. Une dernière que pour la mémoire, la loi de Bode, vous connaissez sans doute la loi de Bode, qui prédit le rayon de l'orbite des planètes, enfin du périgée, de l'apogée, je ne sais plus, avec une formule qui est comme ça. Il se trouve que ça marche pour 1, 2, 3, 4, 6, 7 planètes, 8 même. Bon, ça ne marche pas pour Neptune, et puis il y a le numéro 5, où il faut un peu se tirer les cheveux pour dire qu'il y a un astéroïde, la Cérès, qui correspond à peu près. Mais pour toutes les autres, ça marche assez bien. On n'a jamais trouvé de raison, ça n'a jamais mené à rien, c'est stérile, c'est là. Bon, voilà. Alors, bon, après ce paysage, j'en viens à un aspect qui est complètement relié, vous allez voir, puisque j'ai parlé de principe anthropique, et puis pourquoi les constantes sont ces valeurs-là, ou les écarts dans ces valeurs-là, qui agite énormément la communauté depuis un certain nombre d'années, qui est les multivers.
Donc les multivers, ça vient du fait que donc, les théories qui ont été proposées pour faire marcher, pour donner une théorie quantique de la gravitation, ont un grand nombre de dimensions supplémentaires. Au moins 6, 7. Et ces dimensions supplémentaires, il faut les compactifier puisqu'on ne les observe pas à l'échelle habituelle. À l'échelle habituelle, on a 3 dimensions d'espace, la hauteur, la largeur et la profondeur. Donc on compactifie ces dimensions sur des toutes petites tailles. Voilà. Et il se trouve que les façons de compactifier sont extraordinairement nombreuses. C'est comme si on froissait du papier. Il y a beaucoup de façons de faire des plis. Et l'hypothèse des multivers, c'est que tous ces univers sont réalisés simultanément. C'est-à-dire que rien n'empêche qu'ils soient réalisés, et donc la nature réalise tous ces univers en parallèle. Et donc, devant les questions de la physique qui nous rendent depuis un certain temps, une tentation, c'est de dire, voilà, qu'on évoque le principe anthropique via les multivers, ils existent tous, et le nôtre, c'est celui dans lequel on est. Et voilà, les lois de la physique, elles sont telles qu'elles sont, avec tous les écarts ou les coïncidences qu'on peut observer sans chercher plus loin. Voilà. Moi, j'avais souvent entendu ça, c'est pas du tout, moi je suis expérimentateur, j'écoute mes collègues théoriciens, et le nombre d'univers que j'avais en tête, qui est cité partout, c'est 10 puissance 500. Donc pour les besoins de la conférence, je vous remercie. J'ai cherché à comprendre, à gratter d'où venait le 10 puissance 500. Alors j'ai trouvé plein d'exemples de papier, donc j'en ai trouvé un, par exemple, qui est assez explicite, qui effectivement donne un nombre qui va de 10 puissance 400 à 10 puissance 1000. C'est des nombres très très grands. T'as pas refait le calcul des différentes sortes de compactification? J'ai vaguement compris l'état d'esprit c'est très très complexe, c'est super. C'est vraiment des maths évoluées, mais bon. Il fait une remarque intéressante qui est que pour qu'une théorie soit prédictive, il y a une notion de théorie prédictive qui est extrêmement large, qui est juste que si le nombre d'univers de la théorie est inférieur au nombre possible de réalisation du modèle standard, c'est-à-dire on prend tout le modèle standard et puis on met tous les paramètres avec tout ce qu'ils peuvent, on met ça dans des boîtes quantiques de paramètres, disons, et on regarde complètement tous les états que ça peut donner, il faut au moins que le nombre d'univers de la théorie soit inférieur à ce nombre. Sinon, c'est vraiment pas prédictif, d'accord ? Et il compte le nombre d'univers du modèle standard, une fois qu'on a mis toutes les observations, toutes les symétries, il dit qu'il n'y en a pas plus que 10 puissance 10, et que donc, actuellement, la théorie n'est pas prédictive, parce que 10 puissance 500 univers, alors qu'il y a une probabilité de 10 moins 10 par modèle standard, c'est pas prédictif. Donc, je vous rassure, j'ai trouvé un autre papier, postérieur d'ailleurs, de Linde, qui n'est pas non plus un plaisantin. Linde, c'est le grand cosmologie de l'inflation, qui donne plusieurs résultats, mais dont alors là, j'ai pris la borne maximale qu'il y a dans le papier, il trouve 10 puissance 10, puissance 10, puissance 7 univers. C'est un très 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 grand nombre. Voilà. Donc là, on est un peu désarmé, et donc, face à ça, où on accepte ça, c'est les multivers, et c'est fini, c'est un peu la fin de la physique, où on invoque un principe de sélection. Alors, il y a deux types de principes de sélection, et là, je dirais, c'est un peu mon interprétation, ça. Il y a le principe fort, c'est-à-dire, on ne s'intéresse qu'au modèle où notre univers est le seul possible. Voilà, les autres sont incohérents, inconsistants, donc voilà. Et puis, il y a le principe faible qui serait au moins demander des modèles qui contraignent les paramètres un peu dans le sens de ça, c'est-à-dire de dire au moins le nombre d'univers possibles de la théorie un peu me permettrait, si je connaissais tous ces modèles, de contraindre au moins les paramètres et de tester quelque chose. C'est-à-dire au moins je pourrais espérer trouver un paramètre qui ou non soit dans la contrainte imposée par le nombre d'univers de la théorie. Alors récemment, j'ai lu un papier, alors je ne vous dis pas que c'est la réponse à la grande question, mais je trouve que c'est intéressant. Et il se trouve que un des théoriciens travaille au service de physique théorique du CEA, donc il est proche. Mais je trouve que la démarche intéressante, c'est ce qu'il appelle sliding naturalness, la naturalité glissante, avec une sélection dynamique d'univers. C'est-à-dire que tous les univers du multivers sont bien créés, mais les bons univers vont se développer comme le nôtre, ils vont s'expandre, se développer, permettre de la physique, voire de la vie, voire des observateurs. Les autres vont s'effondrer très vite. Alors comment il fait ça? C'est un peu le même mécanisme que Peccei-Quinn pour les actions. Il introduit des champs scalaires, avec évidemment le potentiel qui va bien, là aussi il y a une forme d'arbitraire,
qui sont d'ailleurs couplés aux Higgs, ce qui est très intéressant. Et puis ces scalaires vont dévaler leur potentiel en toboggan. Ça va faire évoluer les potentiels du Higgs et leur propre potentiel. Et ça fait effectivement une sélection dynamique des univers, c'est-à-dire seuls ceux où la masse du Higgs est du bon ordre de grandeur, le paramètre de QCD petit et la constante cosmologique pas trop grande vont pouvoir se développer. Les autres font une espèce de big crunch instantané. Bon, il y a évidemment de l'arbitraire dans la façon d'arranger les potentiels, mais disons c'est quand même assez élégant dans le sens où on a les multivers, mais on les a sélectionnés dynamiquement. Voilà. Alors le gros intérêt pour l'expérimentateur que je suis, c'est que là aussi, il reste le smoking gun, comme on dit, la trace de ces champs qu'on a mis au départ pour réaliser ce miracle. Et donc il reste ces scalaires avec une phénoménologie justement d'action qui peuvent faire des candidats à la matière noire, etc. Donc ça fait du travail pour les expérimentateurs. Voilà. Donc évidemment, pour moi, c'est quand même plus joli, plutôt que de dire on est dans un univers juste parmi les 10 puissance 10, puissance 10, puissance 7, de dire bon, on est dans un univers qui a pu se développer, et la façon dont il s'est développé, c'est parce qu'il y avait un champ qui avait les bonnes propriétés que je peux mesurer maintenant. C'est un peu intermédiaire entre les deux visions. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Donc je reviens à mon problème, quel est le rôle de la naturalité pour imaginer le futur de la discipline physique des hautes énergies, physique des particules. Bon, ayant fait le tour, et en particulier à l'occasion de cette conférence, je dirais que c'est au mieux un guide. Au mieux. Au moins, il faut préférer les modèles théoriques techniquement naturels, c'est-à-dire ceux qui ont des grandes divergences quadratiques, tout ça, voilà, vraiment, ils sont à exclure, je pense, parce que bon, c'est quand même plus naturel d'avoir au moins un modèle avec divergence logarithmique, des symétries qui protègent les paramètres, ça paraît quand même plus adapté. Par contre, on ne peut pas utiliser ça comme argument auprès d'un financeur pour lui dire le prochain accélérateur de 100 km, c'est là qu'on va trouver toute la supersymétrie. Ça, c'est pas possible. Le fine-tuning est mal défini, la quantité de fine-tuning acceptable, personne ne sait dire si c'est 1% ou 1 pour 10 000. Voilà, à mon avis, il ne faut pas utiliser trop cet argument. Bon, du point de vue, alors maintenant là je sors de la naturalité, mais du point de vue d'un expérimentateur, gagner un facteur 10 en énergie explorée est toujours une chose importante. En fait, c'est ce qu'on a toujours fait. Et on a toujours construit des accélérateurs, typiquement, qui exploraient un facteur 10 en énergie de plus que le précédent, sans aucune garantie de succès. Et le LHC était en fait une exception. Au LHC, on avait ce qu'on appelait aux États-Unis, d'ailleurs pour leur accélérateur qui s'appelait le SSC, le No-Lose Theorem, on ne peut pas perdre. Parce que la physique mesurée avant disait, à l'échelle atteignable par le LHC de 1 TeV, on doit ou trouver le boson de Higgs, ou trouver ce qui en tient lieu, qui fait fonctionner le système. Donc on était presque sûr de ne pas perdre, mais c'était une exception. Jusque-là, on avait toujours exploré typiquement par ordre de grandeur. Bon, personnellement, je trouve qu'il y a un projet comme ça de faire un accélérateur de 100 km, d'abord en électron-positron et ensuite en proton, avec des dates très reculées vu la taille et le coût du projet. Moi, ça ne m'attire pas tellement, parce que bon, c'est pas très fun. Et voilà, je suis plutôt pour essayer de construire, de designer, de dessiner et construire un collisionneur à muons, qui serait quelque chose de complètement révolutionnaire, et puis qui a des ouvertures sur d'autres types de programmes, comme des programmes intéressants de neutrinos, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment une remarque tout à fait personnelle. Je crois qu'il faut aussi continuer de croiser les démarches expérimentales, bon, les observations astrophysiques de plus en plus fines, mais aussi il y a toute une gamme d'expériences de laboratoire, justement, sur la détection d'action, tout ce qui est offert par les atomes froids, les interférences de systèmes extrêmement quantiques, qui permettent aussi, peut-être même, il y a certains qui disent qu'on peut regarder la gravité quantique à force dans les précisions permises par les interférences d'atomes froids. Et la théorie, bon, je pense que c'est pas possible de s'arrêter au pur multivers. Une fois qu'on a dit, voilà, il y a 10 puissance je sais pas combien d'univers, est-ce qu'on va s'arrêter là? Non.
Donc il faut trouver des systèmes où je pense plutôt, ça m'étonnerait qu'on trouve un modèle qui soit parfaitement sharp, parfaitement clivant, qui dit voilà c'est comme ça, on a absolument le modèle absolu. Je pense que les choses comme la sélection spontanée d'univers, comme on a vu, ou les théories d'émergence, sont peut-être plus à même de donner des réponses. Et mon dernier dada, c'est le rôle de l'intelligence artificielle dans tout ça. Là, j'ai absolument pas le temps d'aborder. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention. Merci encore à Hervé de m'avoir invité. Et une suggestion de lecture, qui est mon dernier bouquin, et je parle justement d'intelligence artificielle. Voilà. Merci Bruno. Moi j'aurais deux questions, pas tout à fait de la même nature. La première, c'est une interrogation simplement par rapport à cette idée d'évolution de différents types d'univers, de sélection en fait. Est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'il sans connaître bien dans le détail, il y a des propositions de Zurek aussi sur la sélection darwinienne qui vont dans ce sens-là, ou même de Smolin. Sur la manière dont il expliquerait les trous noirs qui seraient parce que ça favoriserait. Est-ce que ça t'a quelque chose? Okay. Parce que ça va dans le même sens que ce que tu dis, oui. Mais sans que, quand on lit ce qu'ils écrivent, ça paraît bizarre et pas très, mais sans regarder dans le détail, ça paraît très horrifique. J'ai essayé de dire, j'ai pris un exemple là, mais il y a un courant de pensée qui essaie d'aller dans ce sens-là. On réalise au départ tous les multivers et on essaie de se débrouiller pour trouver un modèle qui fait évoluer certains vers un crunch et l'autre vers un univers qui fait ce que fait le nôtre. D'accord. Il y a plein de façons de réaliser ça. C'est quand même pour le moment très très vague. Alors ma deuxième question est plus de nature qu'est-ce qu'une explication? Finalement, avec ce que tu dis, on aboutit clairement à une sorte d'énorme point d'interrogation, parce que les critères qui vont nous conduire individuellement à considérer qu'une explication est bonne peuvent varier d'un individu à l'autre. Selon que tu considères qu'un facteur 10 est important ou pas, oui. Tu peux considérer que ça, c'est une bonne théorie, ou que ça, c'est une théorie inacceptable. Oui. Est-ce que... Ce que je dis dans les conférences grand public, c'est qu'un ordre de grandeur vu par un mille pattes, c'est pas du tout le même que nous. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que tu en conclurais pour autant que c'est un état actuel des choses, mais que nous allons, à un moment donné, évoluer vers un aspect théorique qui nous permettra d'avoir une vraie réponse? Ou est-ce qu'au contraire, la physique d'aujourd'hui dans son évolution montre qu'on va aller vers un agrandissement encore de ce fossé, et que peut-être dans 50 ans, il y aura des communautés de physiciens qui ne seront absolument pas d'accord entre eux, tout simplement parce que certains considéreront des théories comme très bonnes et d'autres comme inacceptables? Non, ça je ne crois pas du tout. Je crois que les gens communient suffisamment. J'ai plutôt tendance à penser l'inverse. Quand je vois tout ce qui a été écrit sur le problème de naturalité, j'ai plutôt tendance à penser que les gens se copient les uns les autres, voire même... Donc ça va converger. Oui, mais trop. Quand je vois l'importance qui a été donnée au problème de naturalité en supersymétrie, j'avais déjà ça comme opinion, mais en préparant la conférence, je me suis rendu compte à quel point tout ça est extrêmement arbitraire, et les gens n'ont fait que surenchérir là-dedans, parce que c'était la seule piste qu'ils avaient explorée, mais sans beaucoup de fondements très rationnels. Donc au contraire, je pense que les gens vont plutôt toujours se mettre d'accord, quitte à oublier des voies qui pourraient être plus fertiles. Je n'ai pas du tout peur que les gens divergent d'opinion. Au contraire, j'ai plutôt peur qu'ils se copient. Par contre, sur l'ordre de grandeur, donc effectivement, comme je disais, l'ordre de grandeur, c'est d'abord, surtout nos 10 doigts, c'est vraiment ça qui drive notre façon de penser les ordres de grandeur. Et là, le truc intéressant, c'est l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle s'en fout complètement qu'on ait 10 doigts. Et donc on peut manipuler des ordres de grandeur de données, des ordres qui sont plus du tout commensurables avec notre physique. Et je pense que ça a même de changer beaucoup les choses. Même d'un point de vue purement théorique, je ne sais pas s'il y a connecté des théoriciens, moi je suis toujours surpris, j'ai écrit ça dans un autre bouquin, que quand on va voir un théoricien qui travaille à 10 dimensions, la première chose qu'il fait, c'est de dessiner au tableau une brane qui a un petit bout de plan à 2 dimensions. Parce que c'est tellement difficile pour l'esprit humain de se représenter des trucs à plus qu'une dimension que 2, même pas 3. Et on sait, il y a plein de théorèmes qui décrivent des objets où les propriétés à 4, 5 dimensions ne sont pas du tout celles de 2 dimensions. Pas du tout.
Donc c'est très très difficile de se représenter ça et d'imaginer. Et là, l'intelligence artificielle, il n'y a rien de plus simple. Bon, l'exemple qu'on prend dans une analyse de données, par exemple, bon, c'est facile de voir que des points sont alignés sur une droite, d'accord. Déjà, si c'est dans un espace à 3 dimensions, que les points sont alignés sur un ellipsoïde dont aucun axe n'est parallèle aux 3 axes, c'est pas si facile à se représenter. Et si on fait ça à 4 dimensions, ça devient complètement impossible. On ne voit pas les corrélations. N'importe quel réseau de neurones te trouve la corrélation dans une seconde. Donc là, je pense que l'extension par l'intelligence artificielle peut bouleverser, à mon avis, la façon de gérer les ordres de grandeur, tout ce qui nous paraît actuellement naturel, parce que ça peut être vraiment une extension de nos sens physiques et de notre façon de penser. Voilà. Alors, Bruno, si tu veux parler d'intelligence artificielle, un réseau de neurones, il faut qu'il apprenne. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui lui apprenne. Alors soit c'est l'homme, soit c'est la nature, il faut l'orienter. Donc c'est vrai ce que tu dis, hein, je pense qu'il est beaucoup moins sujet au biais théorique que nous, mais il faut quand même lui apprendre quelque chose. Oui, mais maintenant on voit... C'est pas l'objet de la conférence, mais... Non, ça sort complètement. Enfin, c'est quand même très très relié parce que l'idée de naturalité, à mon avis, peut quand même être pas mal, sinon bouleversée, mais du moins étendue par l'intelligence artificielle. Bah, certes, il doit apprendre, mais par exemple, je te dis, si tu prends une analyse multidimensionnelle, il apprend très facilement. Tu peux lui donner des exemples que toi tu as compris, et après il peut trouver des structures que toi tu n'auras jamais vues. Donc ça, c'est pas du tout impossible. Et puis maintenant, avec il y a pas mal de réseaux de neurones qui sont programmés pour trouver les structures eux-mêmes. On peut très bien faire ça. On n'est pas obligé de leur apprendre tout. On peut leur apprendre des éléments et ils trouvent eux-mêmes les structures que toi tu n'aurais pas imaginées. Pour le moment, ça ne s'est pas encore produit, qu'il y a une idée théorique importante qui a été produite par un réseau de neurones. De programme d'intelligence artificielle, mais j'ai tendance à penser que ça peut venir. Ils ont retrouvé les lois de Newton quand même. Voilà, c'est le fameux papier qui est aussi dans mon bouquin. On observe un système physique comme ça, avec le double pendule, et on lui demande au programme qu'est-ce que tu vois là-dedans, et il sort l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, le moment cinétique. Donc il a inventé toute la mécanique classique durant 10 secondes. Bon, maintenant ça se discute aussi parce que les gens qui l'ont fait, évidemment, connaissaient la physique classique. Il y a un biais de confirmation. Enfin, c'est un long débat, mais bon, voilà. Moi j'ai juste une remarque à faire, 2 remarques. Tu dis le LHC, c'est le seul accélérateur qu'on a fait pour finalement faire une découverte. Bon, c'est vrai, sauf qu'avant, le collisionneur s'était déjà installé, mais il avait été fait pour trouver le W et le Z. Je me rappelle. Oui. Donc c'était le deuxième exemple. Enfin là, l'accélérateur était déjà là. Ouais. Bon, c'est vrai. Et l'autre chose, c'est une anecdote, mais tu la connais. Mais il n'a pas été fait pour ça. Le SPS, enfin bon, on y était tous les deux, il n'a pas été construit pour ça du tout. Il a été construit pour explorer sur cible fixe. C'est vrai. Et à un moment, quelqu'un a dit on va le faire, on va le transformer pour trouver le W et les Z. Bon, pas bien. Et puis la deuxième chose, c'est l'histoire du charme et du mécanisme GIM. Oui. Moi, je me souviens très bien on est rentré au CEA en même temps. Donc, les équipes à l'époque m'ont bien raconté qu'au moment, juste avant la découverte du charme, ils étaient en train de plier leur bagage et ils voulaient aller faire fonder un club de plongée en Croatie. Parce qu'ils disaient la physique est terminée. Oui. Et juste à ce moment-là, c'était 74, paf, le charme a été trouvé. Et ils ont dit, bon, on a ouvert nos valises, on s'est reposé, et là, la nouvelle physique a démarré. Moi, j'ai trouvé cette anecdote formidable, parce que finalement, ça m'a toujours porté dans ces sujets-là. Donc voilà, il ne faut pas que les jeunes désespèrent. En revanche, 2065 et 2040... Voilà, c'est les dates qui, moi, ça finit par être un peu... voilà. Alors, l'autre chose, c'est la naturalité. C'est vraiment un concept manipulé par les théoriciens, parce que ça ressemble quand même beaucoup à de la posteriori, c'est-à-dire qu'en gros, on observe et puis... ça c'est naturel. Cherche sur Archive les articles Naturalness, tu vas voir que c'est peut-être, je sais pas, 20% des articles qui évoquent Naturalness. Ça me choque pas. Mais... à nouveau, si tu veux, c'est le seul argument que les gens ont trouvé pour essayer de savoir à quelle échelle d'énergie il fallait aller, si on fait un accélérateur, si on fait des mesures de précision, etc.
Le seul argument, c'est ça. C'est qu'est-ce que des échelles d'énergie naturelles vu nos théories actuelles. Donc jusqu'à quel point j'ai le droit de fine-tuner. Si je fine-tune plus, je recule l'échelle d'énergie. Voilà. Jusqu'à présent, ça a juste servi à dire, à convaincre ou les jeunes physiciens ou les financiers que la physique était juste après dans le programme. C'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas d'observation à faire et on a une multitude de théories et de... Oui. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de pathologique là-dedans. Peut-être que, quand Einstein a fait sa théorie de la relativité, il avait il avait quoi, la période du Mercure, il avait... non, même pas. Même pas, non, il avait non, la déviation... non, c'est une prédiction, c'est une prédiction. C'est une prédiction, oui. Mais il a fait la théorie avant. Oui, je suis d'accord. Mais là, il a fallu que les gars aillent dans la jungle pour regarder le truc. Enfin, moi, ça m'a toujours fait comment dire... ça m'a toujours plu, quoi, qu'Eddington se soit baladé à l'équateur en Afrique pour aller voir la déviation du bon. Et il y avait une ou deux ou trois prédictions, trois je crois. Non, mais là, si on avait une prédiction de même type, on serait ravis d'investir. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune prédiction. On n'a pas de prédiction. Ça, c'est désespérant. Et là, il faut faire... Mais comme je l'ai dit, on est victime du succès, c'est-à-dire que le modèle, il est extraordinairement prédictif aux échelles auxquelles on travaille. Tout ce qu'on mesure, on publie des dizaines de papiers où on teste absolument tous les aspects du modèle standard et toutes les mesures sont d'accord avec la théorie. C'est quand même un peu paradoxal. Oui, il est prédictif parce que tous les calculs qu'on fait pour des expériences qu'on est capable de faire sont vérifiés. Et en même temps, tu as fait la liste de tous les problèmes qui sont posés, qui sont monumentaux et qu'on ne sait absolument pas expliquer. Il n'y en a pas tellement, mais ils sont gros. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Énormes. Donc dire qu'on a un modèle qui est satisfaisant, alors même que ce modèle pose des problèmes qui sont énormes et pour lesquels on n'a pas la moindre idée. Le problème, c'est que tu n'as pas d'alternative. Oui, c'est quand même bizarre. Ou tu jettes, effectivement, tu as raison, une théorie qui est falsifiée, on pourrait la jeter en entier. Le simple fait que la matière noire ne soit pas dans le Lagrangian du modèle standard, tu veux dire que tu peux tout jeter. Le problème, c'est que tu ne sais pas remplacer par rien. Et qu'avec un ou deux paramètres corrects qui sont la densité de matière noire et un peu son taux d'interaction, tu retrouves un truc qui est tout à fait prédictif. Alors, est-ce que tu es prêt à sacrifier tout cet ensemble super prédictif parce qu'effectivement, il y a deux trucs qu'on n'a pas compris. Il ne faut quand même pas oublier que les deux trucs qu'on ne comprenait pas à la fin du XIXe siècle ont conduit à jeter à l'eau toute la physique classique. Oui, les nuages, justement, le même Kelvin avec ses nuages. Oui. Donc, voilà. Parce qu'on aurait pu dire aussi à la fin du XIXe siècle, la physique classique marche très très bien. C'est ce que tout le monde espère. C'est que les matières noires et énergie noire, essentiellement, et puis la compatibilité quantique relative générale, soit les nuages de Kelvin, et qu'on va trouver l'œuf de Colomb, là, le truc, tac. On dit, ah, mais ça fait maintenant un moment qu'on... La matière noire, ça fait quand même 40 ans ou 50 ans qu'on vit avec, l'énergie noire 20 ans, et l'incompatibilité relativité générale quantique, depuis la relativité générale pratiquement. Ça fait plus de 100 ans. Ça fait plus de 100 ans qu'on a ces problèmes-là et qu'on n'a pas vraiment de piste pour les résoudre. C'est pour ça que les gens évoquent des choses comme les multivers. Les multivers, c'est un peu le désespoir des physiciens. Moi, je veux bien poser une question si on m'entend, si c'est possible. Oui. Ok, alors j'ai une question un peu plus technique. Je suis désolé de revenir sur la question de la naturalité. Et donc d'abord, oui, c'était hyper bien, hyper clair. Je vous remercie vraiment pour la présentation. Et vous avez présenté la naturalité dans le contexte où on voit la théorie des champs comme un modèle effectif. Pas comme quelque chose qui est potentiellement vrai jusqu'à des échelles arbitraires. Oui. Alors moi, je suis plus habitué aux théories des champs de théoriciens, de physiciens mathématiciens en dimension plus petite, typiquement, où là, on sait faire des théories des champs UV complete, comme on dit, où il n'y a pas de cut-off et tout est bien défini en termes de paramètres normalisés. Oui. Et pour prendre l'exemple de la 3D, si on prend le champ scalaire qui est auto-interagif, Phi4, en 2 plus 1, quoi, c'est une théorie parfaitement bien définie, très naturelle au sens du continu. Si on la définit directement dans le continu, c'est très naturel. Par contre, si je la pose sur un réseau et que je prends le pas du réseau très petit, elle est ultra fine-tunée pour donner la version... Voilà, donc
je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut du coup faire un lien entre la notion d'être naturalité, c'est naturel dans une théorie effective, mais par contre, si on a une théorie fondamentale, c'est naturel d'être pas naturel. Je pense que vous êtes mieux placé que moi. Je suis expérimentateur, donc j'essaie de comprendre. Ce débat, je l'ai déjà vu, je n'ai pas voulu en parler là. Ça reste un débat que les gens se renvoient à la figure, que je n'ai pas réussi à trancher personnellement. Est-ce que, dans une théorie efficace, justement comme ça, est-ce que quand même le fait... Alors la théorie, elle est certes finie, mais il n'empêche que les corrections de boucle sont quand même grandes. Si je mets un cutoff, j'ai une correction très grande, d'accord ? Ouais, et potentiellement arbitrairement grande. Potentiellement arbitrairement grande. Alors, est-ce que le simple... Voilà, est-ce que c'est gênant ou pas que si je mets un cutoff, la correction est très grande, alors que je sais que, par essence, effectivement, la théorie est finie. Je crois que ce débat, il n'est pas tranché. Il y a des gens que ça gêne, il y a des gens que ça gêne pas. Pour moi, c'est essentiellement arbitraire. C'est ce que j'en ai compris. Maintenant, je ne suis pas théoricien. Et puis, j'ai quand même des échelles qui s'imposent à moi. Je ne peux pas faire une théorie de Higgs en ignorant la masse de Planck. Alors, certes, je n'ai pas de théorie quantique, donc je sais qu'on peut toujours me dire, bon, sois content avec ça, et à la masse de Planck, tout va s'arranger. On peut dire ça. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Je ne peux pas dire que je vais mettre les cutoffs à l'infini. Oui, là, il y a une petite différence dans les différentes parties du modèle standard, où il y a des parties qui sont vraiment... où on a un pôle de Landau, où on voit vraiment qu'il faut mettre un cutoff pour que ça ait du sens. Et par exemple, la QCD, on peut potentiellement la définir avec un cutoff qu'on envoie vers l'infini. QCD, oui. Ouais. Mais pas le Higgs. Non, pas le Higgs, QCD, on est d'accord, oui. QCD, il n'y a pas de pôle de Landau, on est d'accord. C'est pour ça que je me suis concentré, c'est vraiment... Non, le boson de Higgs est vraiment un animal extrêmement particulier dans le modèle standard. Les scalaires élémentaires, c'est vraiment un objet... C'est pour ça que beaucoup de gens essayent de faire un Higgs composite ou des choses comme ça, parce qu'un scalaire élémentaire, ça n'a vraiment pas de sens dans une théorie des champs, en fait. Alors c'est quand même paradoxal que c'est ça qui est vraiment la clé de voûte du mécanisme. Non, mais c'est vrai, cette remarque est excellente. C'est la théorie. Peut-être, si je peux poser une question sur la question du pari sur les théories. Ça m'a beaucoup fasciné, cette histoire. Et si vous voulez, déjà, je me suis rappelé que, par exemple, en physique quantique, il y a un certain nombre d'interprétations, bien sûr, qui sont proposées, mais deux d'entre elles sont particulièrement pertinentes pour cette question. La première, évidemment, c'est Everett, avec on pourrait dire que c'est la théorie des multivers quantiques, très particulière. Et puis, à côté, il y a le cubisme, selon lequel ce même vecteur d'état, qui est considéré comme une description de la multiplicité des univers chez Everett, est simplement une fonction de pari humain sur celui des résultats qui est réalisé. Et là, on a quelque chose de semblable. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les multivers, de l'autre, vous avez l'idée qu'on pourrait parier, en quelque sorte, c'est-à-dire fixer une probabilité pour les théories. Est-ce que c'est pas le même rapport qui existe entre les deux? C'est-à-dire que, soit, si c'est les multivers, on pourrait dire que c'est la nature elle-même qui fait le pari, qui tente des solutions, et par exemple avec le darwinisme, les solutions sont écartées ou elles sont retenues. Et de l'autre côté, vous avez le physicien humain, ici et maintenant, qui fait des paris. Et ces paris, évidemment, peuvent être éventuellement représentés par une multiplicité d'univers qui obéissent à des lois et avec des paramètres différents. Donc il y a vraiment un rapport que je vois très très fort entre les deux. Est-ce qu'il y a... Probablement, peut-être Hervé est plus compétent que moi pour répondre comme ça. Si dans le sens pari, on comprend la conscience humaine, dans les multivers, on n'a pas besoin de ça. Non, mais dans le pari... Tout le monde cherche justement une sélection qui va être... Alors bon, c'est toujours un problème ontologique, qui a décidé du mécanisme de sélection, mais au moins un mécanisme qui sélectionne de façon dynamique, sans faire intervenir le fait qu'il y ait des observateurs ou pas.
Mais dans l'idée... Mais c'est quand même lié, hein. J'ai vu, bon, moi je suis pas du tout mon domaine de travail du quotidien, mais j'ai vu les papiers qui, comme je te disais à midi, là, qui commencent à regarder par exemple si le nombre d'univers atteignables de la théorie est plus grand que le nombre d'états des observateurs possibles. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions comme ça, et en disant s'il n'y a pas, la théorie n'est pas du tout prédictive, s'il n'y a pas au moins assez d'états d'observateurs pour rendre compte de tous les univers possibles. Alors là, sinon ça ne sert à rien, puisque de toute façon on ne pourra pas les réaliser mentalement. Donc c'est un peu le même veine que ça. Moi, je suis prudent. Bon, d'abord je ne suis pas compétent, et puis je trouve que c'est... Bon, je ne suis pas sûr que c'est très fertile d'aller dans ce genre de direction. En tout cas, ça ne va pas résoudre mon problème de savoir si on fait un accélérateur à centaines. Par contre, l'attitude vraiment un peu multivers, un peu d'émission, me paraît quand même... Je vois ça partout maintenant, face aux problèmes non résolus de la physique depuis des dizaines d'années. Beaucoup de gens ont tendance à dire bah, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Il y a peut-être quand même une différence entre dire c'est comme ça parce que c'est comme ça, et de dire c'est comme ça parce que tout existe et nous on est là. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça revient au même, c'est un abandon d'explication. Ouais. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que quand on dit c'est comme ça parce que c'est comme ça, on suppose qu'il y a un univers et on ne va pas trouver l'explication, mais il est comme il est. Alors que pour ceux qui ne seraient pas satisfaits par ça, parce qu'ils diraient c'est une trop grande coïncidence, c'est impossible, etc., ils supposent que tout existe, c'est que nous on voit simplement celui-là. Ouais. Mais l'existence, l'ontologie en fait, dans les deux cas, n'est pas du tout la même. Parce que dans un cas, on a une ontologie à 10 puissance on ne sait pas combien d'univers, qui pour eux existent vraiment. Parce qu'il y a même des gens qui mélangent la physique et la philo en parlant des mondes possibles à la Lewis et compagnie, en disant mais c'est vraiment là, ils existent vraiment, etc. Bon. Et ils y croient comme ils croient qu'il y a une bouteille qui est là. Par rapport à ceux qui diraient effectivement je ne suis pas capable de répondre à la question de pourquoi c'est comme ça, mais point final, mais il n'y a que ici que c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, mais il n'y a pas 36 autres possibilités simultanées. Ah oui, c'est ça, oui. Et il me semble que l'idée consistant à dire c'est comme ça, point final, n'est pas satisfaisante, mais qu'elle est moins engageante ontologiquement que celle qui consiste à dire tout existe, oui. Parce que ça me rassure de me dire qu'en fait tout existe, comme ça je ne choisis pas. Oui. Enfin, je choisis ça où je suis, mais... Et ça me semble un abandon encore pire. Et sur les multivers, moi, les gens qui disent les multivers existent, oui. Au sens naïf du terme, je trouve cette position assez naïve finalement, et un peu gênante. Il y a des gens très bien qui défendent ça. Mais il y a des gens très bien qui peuvent être naïfs. En tout cas, du point de vue efficace, moi, je trouve qu'au minimum, dire, imaginer des moyens de sélection qui laisseraient une trace, ça c'est quand même... C'est plus intéressant. C'est plus intéressant, voilà. C'est tout ce que je peux dire, moi, en tant qu'expert. Mais comment peut-on faire la distinction entre des multivers dont certains disparaîtraient et dont on aurait une trace dans notre univers qui... Je sais pas très bien. Si on trouve une trace, comme j'ai dit, là, ou de champs scalaires... Oui, mais qu'est-ce qui permet de séparer cela de notre univers unique dans lequel il y a une trace comme ça, qui n'est pas du tout une trace de l'existence, c'est pas une preuve de l'existence d'autres. C'est une position philosophique. Et donc, par conséquent, cette idée qu'il y a une trace, c'est pas plus rassurant. Que tu connais très bien, c'est-à-dire que si quand même ce mécanisme avait été élaboré avant et que je trouve une trace qui est à peu près la bonne, j'ai tendance à trouver que l'induction était correcte et à favoriser ça par rapport... C'est l'abduction, là. C'est l'abduction. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en dire, hein, mais... Oui, mais c'est pas très satisfaisant non plus, quoi. Ah bah rien, non. Si, quand même. Si, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant. On a quand même progressé dans le sens qu'on peut au moins s'approprier un modèle qu'on avait imaginé, dont on a trouvé un signe expérimental. Maintenant, on peut toujours interpréter ce signe comme ayant été posé à côté. Je suis d'accord. Ouais. C'est tout le problème de la naturalité. Est-ce qu'on pose les choses à côté des unes des autres ou est-ce qu'on essaie de les expliquer? Ouais. Je vais revenir un petit peu en arrière historiquement. Newton explique beaucoup de choses. C'est un peu le modèle standard de l'époque. C'est extraordinaire, ça marche. Bon. C'est un modèle mathématique. Mais tout naturellement,
les physiciens de l'époque, enfin très très tôt, hein, enfin de l'époque, un petit peu après, enfin, ont commencé à réfléchir sur ce modèle, en disant pourquoi c'est en 1 sur R2 ? Pourquoi ? Bon. Alors ça, c'est en général des questions mathématiques. Pourquoi ces 3 dimensions ? Pourquoi... Enfin bon, ça marche, mais si on change les lois ou les paramètres du modèle, la constante de gravitation, etc., qu'est-ce que ça donne ? Bon. Et là, il y a énormément de matheux qui se sont mis à faire des théories, des sortes de déformations de la théorie de Newton. Et ils ont découvert des quantités de choses. Qu'un certain nombre de possibilités, que si c'était pas au carré, mais en 1 sur R, ou bien que si c'était en 1 sur R3, ça donnerait des conséquences extrêmement spectaculaires. Enfin. Donc c'était quelque chose de tout à fait naturel sur le plan mathématique, de faire varier les théories et d'essayer de comprendre pourquoi la théorie newtonienne avait des propriétés particulières. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de problème qui se pose. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très ancien dans la physique. Non, parce que là, le problème de hiérarchie, par exemple, au moins dans la façon dont je l'ai présenté, c'est une vraie incohérence dans la théorie. C'est-à-dire que, si on trouve qu'un ajustement fin de je ne sais pas combien d'ordres de grandeur n'est pas une chose acceptable, alors on a un vrai problème théorique. C'est-à-dire que là, on ne comprend pas pourquoi les échelles seraient différentes. Il n'y a pas de ça dans le modèle de Newton. On peut toujours regarder comment l'étendre, comment faire une loi qui aurait une petite composante exponentielle, etc. C'est intéressant en soi, c'est ce qui se passe aussi. Mais c'est juste par volonté d'exploration. C'est pas pour résoudre un problème. On explore. Il n'y a pas de problème dans la théorie de Newton. Tant qu'on n'a pas vu l'avance du période de Mercure, la théorie de Newton, elle marche. Alors que là, dans notre cas, je ne vois pas l'équivalent de la théorie de Newton de dire à moins d'un ajustement fin, la théorie elle ne marche pas. Le fait que le boson de Higgs il reste indépendant des échelles de masse très élevées, c'est vraiment un problème de la théorie. C'est pas juste explorer un modèle un peu différent. On fait ça aussi, d'explorer des modèles un peu différents. Mais pour se guider, on dit un modèle un peu différent, on voudrait au moins qu'il résolve celui-là, ce problème de hiérarchie. Parce que ça, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. C'est pas une exploration tous azimuts. Si on avait découvert très tôt le problème de le spectre de vitesse dans les galaxies, je pense que Newton, il aurait eu un problème. C'est tout le problème. Là aussi, je revois mon petit bouquin, c'est de la vulgarisation, je le dis souvent, mais ne serait-ce qu'il y a plein de films de science-fiction, il y a 2 soleils par exemple. Dans Dune, il y a 2 soleils. Est-ce qu'on aurait trouvé, est-ce que Kepler aurait trouvé les lois de Kepler s'il y avait eu 2 soleils? Je pense pas. Parce que ça aurait été extrêmement compliqué. Donc des fois, alors c'est ce que je dis là-dedans, c'est qu'il faut c'est un grand débat, je pense, philosophique, il faut que la nature nous présente les choses de façon simple pour qu'on puisse les modéliser. Si c'est pas simple, on passe à côté de la modélisation. Alors la grande question, c'est de savoir si la nature est par essence simple, et nous on découvre ses régularités, ou si elle est complètement chaotique, et nous on ne regarde que ce qui est simple. Et on ne voit que une toute petite fraction qui est la fraction qu'on arrive à modéliser. Comme les planètes, parce qu'il se trouve qu'il n'y a qu'un soleil, que les corrections de relativité générale sont faibles aussi. Si on était en orbite autour d'un trou noir, ça ne marcherait pas non plus. Donc il se trouve que les lois de Newton, on les trouve parce qu'on a un soleil, parce que la loi marche, quoi. Ça c'est une question complètement philosophique. Et puis j'aimerais aussi défendre un peu Ptolémée. Et puis derrière, il y a un vrai problème théorique. Ptolémée, c'est un modèle géométrique.
Alors même si derrière il y a un peu d'ontologie, la perfection doit être le cercle, avec mouvement uniforme sur le cercle, enfin des choses comme ça. Bon. C'est géométrique, et c'est quand même l'inventeur d'une technique du genre analyse de Fourier. Hein. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais c'est exactement ça. C'est prodigieux. Oui, non, bon. Mais c'est... Et comme après il y a eu d'autres théories physiques, on a tendance à sous-estimer ce cas d'extraordinaire, la théorie des épicycles. Oui. Bon. Mais donc c'est une sorte d'analyse de Fourier. Oui. Donc en fait on a les données empiriques, ensuite on a des descripteurs de base, qui sont des cercles, bon. Et on veut pouvoir exprimer n'importe quelle trajectoire avec ces descripteurs de base. Non. Et donc en fait, il n'y a pas, dans la théorie de Ptolémée, il y a de la géométrie, il y a une sorte d'analyse du signal, on traite la trajectoire comme un signal et on fait de l'analyse de Fourier du signal, mais il n'y a pas de physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie cause. C'est ça. Hein? Bon. Et la physique est quand même beaucoup plus tardive. Et Kepler, au départ, l'héliocentrisme reste géométrique, donc il n'y a pas de physique. Je suis désolé, il n'y a pas de physique dans l'héliocentrisme. C'est pour ça que je dis justement ça d'ailleurs. C'est de la géométrie. Au début de Kepler, quand il refait de façon absolument invraisemblable les calculs de Tycho Brahe, enfin il réécrit les observations de Tycho Brahe de façon héliocentrique, il garde l'idée d'un modèle géométrique, même après, quand il essaye d'introduire des ovales, jusqu'au moment où il va arriver aux ellipses, ça reste géométrique, et puis il y a le moment où, c'est extraordinaire, où il utilise une espèce de métaphore en disant « mais les planètes sont paresseuses, plus ou moins paresseuses sur leur trajectoire, c'est-à-dire n'ont pas de mouvement uniforme, hein, elles changent sur leur trajectoire géométrique, et donc il faut une cause physique. Oui. Au-delà de la géométrie, il faut qu'il y ait un autre type de causalité. Et donc tout d'un coup, on passe de la description géométrique, harmonieuse, enfin bon, à véritablement la physique. Mais ça, c'est extrêmement tardif. Non, bien sûr, oui. Alors, c'est le fort. remplacement de la métaphysique par la physique, oui, c'est à peu près cette époque-là, parce qu'il y a toute la pression religieuse, etc. Parce que tout l'aristotélisme qui consiste à dire que, avec moi, je suis gêné quand même par cette interprétation qui est de dire « Ah non, mais c'est pas grave, parce que c'était purement géométrique, etc. » Ben oui, mais c'était le supralunaire et le sublunaire. Enfin, la physique, c'était pour les ingénieurs voilà, mais ça qui envoyaient des boulets, enfin, ça conduit quand même avec des canons. Beaucoup d'erreurs. Ah ben non, justement, les boulets, parlons-en des boulets. Parce que jusqu'à Galilée, les boulets, la trajectoire du boulet, tombe droit. C'est tout droit, d'accord, parce qu'il a un impétus, parce qu'en physique, un objet, voilà, enfin, il a un impétus, puis quand il a fatigué son impétus, il tombe tout droit. Et il y a une gravure que j'ai vue, mais que j'ai pas réussi, que je voulais utiliser dans des conférences grand public, et j'ai pas réussi à retrouver, où un dessinateur a en même temps la trajectoire du boulet qui fait son triangle rectangle, là, il y a un jet d'eau à côté qui fait une magnifique parabole. Et là, on voit que le gars n'a pas relié les deux. Parce qu'il voit pas le boulet, il voit le jet d'eau. J'ai vu cette gravure. Non, quand même, non, le fait métaphysique et religieux, à mon avis, a handicapé le développement de la physique. Enfin, c'était Aristote. C'est Aristote. Mais Aristote, c'était pas religieux. C'était pas religieux parce qu'après tout le Moyen-Âge, toute la religion catholique s'est appuyée sur Aristote. Oui, Dieu sait pourquoi. Oui. Mais la motivation d'Aristote, c'est pas religieux. Mieux de prendre Aristote que de prendre autre chose. Ben, c'était ce qui existait, qui était dominant. Non, pourquoi Aristote? Il ne connaissait pas la religion chrétienne, Aristote. Non, mais c'est pour ça que je dis que la physique d'Aristote, qui a dominé pendant 2000 ans, n'était pas une physique religieuse. Alors la religion, c'est la seule chose qui existait. Aristote ait dit ça, bon, pourquoi pas. Mais le fait que la religion ait adopté le modèle d'Aristote... Mais ils n'avaient rien d'autre.
Mais si, il y avait des héliocentristes bien avant. Oui, Ils pouvaient parfaitement prendre un modèle. On va dire que c'était pas la pensée dominante. C'était pas connu. Non, C'était pas connu. C'était pas, c'est surtout que ça correspondait pas au fait de mettre l'homme au centre de l'univers et de dire que comme l'homme, c'est ma religion à moi je suis au centre de l'univers et je vais pouvoir te dire que c'est un modèle de domination. Oui, bien sûr, ça va C'est ça, avec. le truc. Ça va avec, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que maintenant on se demande tous dans les épicycles. La grande question des physiciens actuellement, c'est est-ce qu'on est dans un système d'épicycle. Voilà. On a un modèle qui est très compliqué. Le modèle de l'énergie de l'univers, c'est plus il y en a, moins on la comprend. Il y a 5% qu'on comprend, 23% de matière noire, 73% d'énergie noire. Et on ne sait pas ce que c'est. Ça sent l'épicycle. Et donc c'est de la terreur de tout le monde, c'est de dire on est arrivé à la fin d'un modèle d'épicycle et qu'est-ce que par contre on va remplacer. C'est pas la terreur, au contraire, c'est une opportunité. C'est-à-dire que voilà. quand Newton arrive, lui il avait le calcul infinitésimal, quand même, il a construit sur quelque chose qui n'existait pas du temps des gens qui avaient inventé les épicycles, la dynamique. Et la dynamique, c'est la dynamique qui a fait toute la différence. Nous, il nous manque la dynamique. Il nous manque quelque chose maintenant aujourd'hui. Un type super intelligent qui va inventer de faire ça. On dépasse le... C'est pas la dynamique. Et ça patine quand même. À un moment, la théorie des corps, je ne sais pas où ça en était, mais il y avait un énorme espoir. On disait, elle est finie. C'est-à-dire que les corrections, elles sont finies. Et ça, c'est vrai. Elles s'annulent. Ça reste vrai. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, tout ça est. Il y avait des gens quand même. Il y a des gens hyper intelligents qui travaillent sur ces modèles-là et puis qui ont travaillé toute leur vie et puis qui finalement, aujourd'hui, on ne sait plus où ça en est. Si, on sait où ça en est très précisément. Ça en est que la théorie fonctionne, mais elle ne donne aucune prédiction expérimentale, même de près ou de loin. Même, je te dis, elle est même très très loin de donner une réduction de l'espace de paramètres qui pourrait guider quoi que ce soit. C'est ça. Les corrections radiatives, elles sont finies, oui. La théorie des corps. Oui. Bon. Au moins, ça prédit ça. Non, mais c'est... Oui, je suis d'accord. Je suis pas. C'est un autre écueil. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cette conférence passionnante.